Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée des Impulse Day sur le plateau de Néoloc. J'ai le plaisir de commencer cette journée. Je vous rappelle que tout au long de la journée Impulse Day, vous aurez la possibilité de visiter les stands digitaux des organisateurs, Tech Event et J2C Communication, et de tous les participants, tous les partenaires de cette opération, que ce soit Identitech, Epcom, Maola ou Néoloc. J'ai le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau Jean-Marie Hubert. Bonjour Jean-Marie Hubert. Bonjour Eric. Je vous reçois aujourd'hui, Jean-Marie, parce que on m'a dit que vous attendiez des jumeaux. Bon, alors Oui. on va voir ça un peu plus tard. Ça se voit pas forcément. Ça se voit pas forcément. L'idée, pour démarrer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Jean-Marie Hubert, la SPAT, qu'est-ce que c'est ? Dites-nous-en un peu plus sur qui vous êtes et d'où vous venez finalement. Oui, en deux mots. En deux mots, donc la SPAT a été créée il y a, on va dire, une quarantaine d'années par la création d'un salon. Puis d'autres salons ont suivi. Et chemin faisant, les 30 premières années, c'était de la création et de la modélisation de salons. Et depuis une dizaine d'années, on est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que on est dans une position de prestataire de services en organisation, et particulièrement de la prestation de services en organisation technique. Donc voilà en deux mots. Ce qui se passe ici, là, vous avez à l'écran un certain nombre d'affiches de salon. Donc ça, c'est SPAT aujourd'hui. SPAT aujourd'hui, c'est une société qui intervient sur le plan technique et logistique sur un certain nombre de salons organisés par différents organisateurs, petits et grands. Vous pouvez le voir sur l'affiche, il y a des petits salons, mais il y a aussi des gros salons comme le nautique sur lesquels on intervient sur le plan logistique et technique. Donc voilà aujourd'hui le métier de salon. Donc dans un premier temps, on était des créateurs et des organisateurs. Dans un deuxième temps, prestataire de services. Donc voilà, c'est 45, on va dire, entre 40 et 45, selon la date du premier salon, qu'ont démarré cette aventure avec la SPAT et avec mes équipes. Voilà. Très bien. Et donc, pour toutes les affiches qu'on voit là, finalement, ce ne sont pas vos organisations pures, mais celles que vous avez accompagnées, du coup, en tant que, voilà, que ça, prestataire. ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est effectivement les salons sur lesquels nous intervenons aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui depuis les 10 dernières années, puisqu'on est passé du stade 30 premières années créateur et organisateur de nos propres salons, à, depuis 10 ans, organisateur pour le compte d'eux. Voilà. D'accord. C'est des contrats de mandat, en fait. Voilà. Très bien. Mais donc aujourd'hui, on ne parle pas de salon. Pas du tout. On va. Non, on Ah va. si Si, bien sûr, ouais. par extension. Ouais. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler de ce qui va bientôt arriver. Voilà, mes jumeaux. Voilà, vos voilà, jumeaux, mes jumeaux. exactement. Alors oui. Alors, donc un livre, 2 livres. Voilà. Alors en fait, voilà, voilà les deux. Voilà les deux. Donc vous voyez 2 bouquins. Alors moi j'appelle ça un palindrome, c'est-à-dire c'est un double livre qui se lit dans les 2 sens. Je vous explique en 2 mots. D'abord, il faut qu'on parle un petit peu de la jeunesse de l'histoire. Bien sûr. On vient de le dire, 45 ans d'expérience à fabriquer des salons. Il vient un moment où on a un besoin de transmettre. Alors d'abord, effectivement, vous vous doutez bien que la SPAT, c'est des équipes. Ces équipes, il a fallu les former. À l'époque, il n'y avait pas de formation. Donc, on avait des séances de formation en interne où on apprenait à tout un chacun chaque phase de l'organisation d'un salon.
Il y a environ une quinzaine d'années, 15-16 ans, j'ai été sollicité par l'école de management de Strasbourg, le pôle universitaire européen, pour intervenir dans des cours sur le management d'événements. Bon, ce que j'ai accepté avec plaisir parce que c'est une très belle fac, Strasbourg, c'est une fac européenne, et j'ai commencé comme ça. Et puis finalement, j'ai été sollicité par d'autres écoles, à Paris, à Marne-la-Vallée, et j'ai pris l'habitude de rentrer dans cette espèce de cycle de transmission parce que effectivement, il n'existait ni livre, ni formation, il n'existait rien. Je vous parle de ça il y a 15 ans. Maintenant, il y a des nouvelles formations qui sont, notamment une des formations dont je vous ai parlé, qui est Sub de Vente, sur lequel j'interviens effectivement d'une manière régulière. Et donc, ce besoin de transmettre, de laisser une trace. Donc, je l'ai fait au sein de mon entreprise, je l'ai fait au sein de l'enseignement, et c'est les élèves et les profs qui travaillent avec nous qui, au bout d'un moment, ont dit « mais c'est écrit où tout ça ?» Et là, donc finalement, vous travaillez pour la postérité, finalement, pour laisser une marque indélébile. Voilà, une marque indélébile, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais donc, d'où l'idée de ces deux livres. Donc, le premier livre qui est un petit rappel de ce que c'est que l'organisation d'un salon. Ce que c'est que l'organisation d'un salon, c'est-à-dire que, on est bien d'accord, là je m'adresse, bon, entre parenthèses, aux élèves dans les facs et dans les grandes écoles, mais aussi à une catégorie de gens intéressantes qui sont les primo-organisateurs. Les primo-organisateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent se lancer dans l'organisation de salons. Parce qu'effectivement, mon bouquin sur l'organisation de salons n'est pas destiné aux organisateurs qui ont, comme moi, ou peut-être même mieux que moi, le savoir. Moi, j'ai juste la plume en plus. Donc, en fait, voilà. Donc, les primo-organisateurs, c'est des gens qui ont... C'est leur donner des clés. Voilà, qui ont envie de se lancer. On leur donne des premières clés. D'accord. Voilà. Et ça vient aussi d'un... Là, je remonte à l'ASPAT. Ça vient aussi d'une chose qu'on a mis en place, que les équipes actuelles à l'ASPAT ont mis en place, qui est l'accompagnement de primo-organisateurs. C'est-à-dire de tendre la main à un futur organisateur en disant « Vous avez une idée, venez nous la raconter. » Et on va voir si on l'organise avec vous. C'est une prestation qui n'est pas payante. Elle est purement, elle est là pour induire des nouvelles idées sur un marché. Donc on reçoit les gens. Et trouver de nouvelles idées. Et trouver de nouvelles idées. Rester au plus près des tendances. Et de les valider. C'est-à-dire que les deux premiers rendez-vous, ça va être ça. Ça va être quel est votre projet? Est-ce qu'il répond à une équation de marché? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des visiteurs? Est-ce qu'il y a des exposants potentiels? Et après, la deuxième phase, quelle est la faisabilité de ce projet? Et sur le plan financier et sur le plan de l'organisation. Et donc, après ça, il y a un second livre. Et après ça, il y a un second livre. Donc, effectivement, le second livre, participer à un salon. Donc, ça, c'est le premier. Donc, oui, voilà, on voit le premier ici. Organiser, c'est un métier. Organiser, c'est un métier. Alors, oui, organiser, c'est un métier. Oui, c'est bien le titre du bouquin. Ça dit bien aux gens, attention, vous voulez vous lancer dans l'organisation, c'est un métier. Pas. Moi, je l'ai fait pendant 40 ans, donc sans vouloir penser que je sais mieux que les autres, mais je donne simplement 45 ans de savoir-faire et on peut picorer dans ce bouquin au fil des chapitres, on verra ça un peu plus tard, ce qu'on va y trouver. Donc, le bouquin numéro 2, c'est participer efficacement au salon. Mais c'est pas un livre qui est dédié aux visiteurs des salons. Non, ça c'est dédié aux exposants. Aux exposants. Mais là, vous tirez un petit peu trop loin parce qu'effectivement, il peut y avoir un volume 3. Pour les visiteurs, je vous en parlerai à la fin. Parlons déjà de mes jumeaux, là. Donc, effectivement, donc le deuxième bouquin sur la participation, on verra un peu plus loin. Le sous-titre, c'est « Faites décoller votre entreprise ». D'où l'avion. D'où l'avion. L'avion qui décolle au-dessus d'un salon. Voilà, oui, c'est une image forte. C'est effectivement ça, c'est faites décoller votre entreprise. Et en fait, je vais quand même vous dire pourquoi ce deuxième bouquin, parce que tout est parti du deuxième, en fait. Je voulais écrire le deuxième bouquin. Pourquoi? Parce qu'il m'arrivait dans les salons d'être en face de gens
d'exposants donc, Oui. qui me disaient bon, je suis venu cette fois-ci, mais je suis pas convaincu, pas top, hein, ma C'est pas terrible, participation au votre salon. salon. Voilà, enfin un exposant pas forcément ravi. Hmm. Et donc je lui disais, avez-vous pensé à questionner votre voisin de droite et votre voisin de gauche, qui ont l'un et l'autre fait un carton? C'est ça, et posez-vous les bonnes Ah questions. ben voilà, posez-vous les bonnes questions. Et effectivement, il y a un certain nombre d'exposants, on va dire, que moi j'appelle des exposants passifs. Mhm. C'est des gens qui font confiance à l'organisateur, ce qui est plutôt bien, C'est un bon mais début. qui ne font rien de leur côté. C'est-à-dire qu'ils arrivent le jour du salon, ils s'installent sur leur stand et ils attendent qu'un bienfait tombe du ciel. Alors, ce n'est pas du tout ça. Alors, Ça peut être la promesse de l'organisateur. C'est la promesse. Non, mais c'est la promesse. Mais aide-toi et le ciel t'aidera, cher Eric. Donc, pour commencer, ce qu'il faut, c'est mettre tout en œuvre pour que ce salon soit une réussite. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne veux plus entendre ce salon était nul, sans aller jusque-là, mais où je n'ai pas atteint mon retour sur investissement. Voilà. Un salon ne doit rien coûter. Il doit rapporter. Et c'est ça que j'essaie de démontrer dans ce bouquin. Et là, je reviens dans le palindrome, c'est-à-dire sur le volume numéro 1. Pour bien comprendre comment bien participer à un salon, il faut qu'on sache comment un salon est construit. Et c'est pour ça qu'on a besoin du volume 1. Et le volume 1, du coup, effectivement, à le feuilleter, on constate que vous avez fait en réalité un véritable didacticiel finalement de la manière dont il faut organiser un salon. Oui. Ce bouquin, ce sont des fiches techniques en réalité. Oui, c'est un tuto. Ouais, clairement, c'est un tuto. Alors effectivement, là, ce que vous avez là, c'est pas très épais, hein. Je vais tout de suite, pour, on va dire, prévenir des éventuelles indigestions. Le bouquin fait 400 pages. Parce oui, mais quand on est passionné, finalement, voilà, ça se passe très bien. J'aime bien le mot, là, parce qu'effectivement, moi, ce que j'essaye de transmettre, plus que le tuto, c'est une passion. Parce que ça m'a toujours passionné. Créer des salons, ça m'a passionné. Les créer, les monter à maturité, et après, éventuellement, les céder, les faire passer. Voilà, c'est une passion, c'est vrai. Il y a une véritable démarche de transmission dans tout ce que vous faites, de la transmission de la SPAT à la transmission de vos compétences, voilà. à la rédaction de ce livre. Finalement, c'est le fil rouge de votre vie, la transmission. Oui, absolument, absolument. Donc la transmission de la SPAT, c'est fait. Les nouvelles équipes sont en place depuis quelques années déjà. Moi, ça me permet de me retirer, notamment d'écrire ce bouquin, de me consacrer à plein d'autres activités. Donc effectivement, j'allais dire, je suis encore plus débordé qu'avant. Voilà. Donc si vous voulez, donc effectivement, pour rentrer dans le détail du premier bouquin, oui, oui, c'est un tuto. Ça commence effectivement avec les bases sur quelque chose voilà. Voilà un exemple. Ça part sur des schémas qui expliquent déjà ce que c'est qu'un marché et sur ce marché où se positionne le salon. Donc vous voyez, avec des schémas simples. Ensuite, ça va expliquer quels sont les différents types de salons, parce qu'il faut quand même un minimum avoir les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un salon B2B? Qu'est-ce que c'est qu'un B2C? Qu'est-ce que c'est qu'un salon mixte? Et après, quels sont tous les dérivés? Et donc là, ce tuto, alors il y a non seulement des schémas, comme vous pouvez le voir là, mais il y a effectivement quand même beaucoup de pages de texte. Oui, il nécessite quelques commentaires que j'espère quand même, pas trop indigestes. Alors après, j'explique des grands principes. La verticalité. Bon, la verticalité, c'est la définition d'un salon, puisqu'on est vertical sur une filière. Et ce que c'est qu'une foire? Une foire, elle est transversale sur différentes activités, sur différentes filières. Donc voilà, tout ça, c'est expliqué de manière très détaillée. Après, et ce sera un des sujets sur lesquels on pourra s'accrocher, j'ai toujours été très très vigilant sur le fait que le salon était un média.
C'est un média à part entière. C'est même un super média puisque c'est un média de contact. C'est un média direct, ouais, C'est un média effectivement. direct, On a son participatif, client, son basé sur le contact. directement avec Voilà. soi. Mais néanmoins, je n'oublie pas que c'est un média. Et pour ne pas oublier que le salon est aussi un média, je me rapproche des médias classiques. Et je me dis que dans un média classique, il y a des annonceurs. Dans les salons, ça va s'appeler des exposants. Il y a aussi des visiteurs. Ces visiteurs, ce sont des lecteurs, c'est les lecteurs, c'est voilà. ça, ou les auditeurs. Et sur le contenu, le contenu, c'est le contenu du média, par exemple du magazine ou du journal, qui est fait par des journalistes. Le contenu, il est fait sur les salons par les ce que j'appelle les sachants, qui vont être éventuellement les conférenciers et qui vont mettre en place des sujets qui vont faire que le salon va avoir, on va dire, un background intellectuel, un intérêt, un fil rouge, etc., etc. Donc voilà ce parallèle. Et comme pour tous les médias, il y a une façon de s'exprimer, de porter son message, d'amener sa présence. Voilà. Et il faut adapter finalement sa mise en place. Là, on est un peu dans le livre 2 finalement par rapport aux exposants où leur démarche doit rentrer justement dans ce cadre et être adaptée finalement aux médias qu'ils abordent, qui est le salon, quoi. Oui, c'est ça. Alors bon, les jumeaux sont pas arrivés, vous le savez. Ils sont indissociables. Ils sont des siamois plus ils vont arriver dans un mois ou deux. Je suis en négociation actuellement avec mes deux éditeurs. Ce que je voulais dire, c'est que justement, soit ce seront deux volumes séparés, mais vendus ensemble. Moi, mon rêve dans la conception du concept, le concept de base du bouquin, ce serait que ce soit un recto verso. Un recto verso. Oui, c'est-à-dire que d'un côté on est organisé, on retourne le bouquin dans l'autre sens et on a participé. De cette manière-là, on peut toujours sauter en se disant tiens, au fait, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que l'organisateur a prévu que, donc moi, en tant que participant, il faut que je m'insère. Mais c'est là que finalement, on voit bien que c'est l'organisation et la participation, de toute façon, sont indissociables. Il y a de toute manière un dialogue permanent entre l'organisateur et le participant au salon. Et finalement, avoir un livre à deux faces comme ça serait la concrétisation physique de cet état de fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, vous avez vraiment pointé le vrai sujet, c'est la proximité qui doit exister entre l'exposant et l'organisateur. Un bon exposant pour moi au départ, moi je le sens en tant qu'organisateur pendant des années, c'est le gars qui vient vous solliciter en disant ce salon, je participe. Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir mieux? Comment est-ce que je peux faire comment pour on s'organise? me distinguer? Donc là, vous voyez déjà le réflexe du gars qui est à la recherche du retour sur investissement. Voilà. Et oui, parce que comme vous le disiez, de toute façon, à un salon, on n'y participe pas pour dépenser de l'argent, mais pour en gagner. Pour en gagner, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le but final. Alors en fait, pour en revenir à l'histoire de la première partie du bouquin avec tous ces schémas, alors ça paraît un petit peu, effectivement, un peu scolaire, on va dire. Oui, alors revenons sur ces schémas. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre dans cet ouvrage. On peut en voir dans votre présentation un nombre assez important. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nécessite quand même pas mal d'explications et du détail finalement pour bien en comprendre la teneur. Alors en fait, effectivement, je veux quand même rassurer un petit peu le futur lecteur. Il y a une première partie qui est scolaire, où on apprend ce que sont les salons et les foires, par ailleurs, et surtout de donner une terminologie, une sémantique, pour qu'on s'y retrouve dans les différentes appellations et que la suite du bouquin devienne digeste. Donc, rassurons-nous, ce sont uniquement les premières parties qui sont vraiment, vraiment didacticielles. Et la deuxième partie, et c'est ce qui fait l'intérêt du bouquin, c'est un bouquin qui est basé sur l'expérience. C'est-à-dire que tout au long du bouquin, c'est voilà ce qui s'est passé pour tel salon.
D'accord. Voilà ce qui s'est passé pour tel autre. Donc ce que je veux, c'est que on va dire partir de cette première partie didacticielle, arriver à des études de cas qui font que le bouquin, finalement, j'espère, agréable à lire. Il soit digeste. Oui, il soit digeste, il est agréable à lire parce que je raconte l'histoire d'un certain nombre de salons. Voilà. S'il est aussi clair que vous ce matin, j'ai aucun doute sur le sujet. Vous m'avez réveillé de bonne heure quand même. Hein. Il faut ce qu'il faut, c'était important. Ouais. Du coup, on va continuer avec votre présentation. Oui. Parce que donc on voit bien au fil de tous ces schémas Voilà. qu'il y a un grand nombre de sujets sur lesquels vous avez des expertises Oui. et surtout qui vous passionnent, qui vous tiennent vraiment à cœur. Ouais. Je suis absolument persuadé qu'au milieu de tout ça, certains ont un aspect de prédilection et que certains sujets autour de l'organisation des salons ou de la participation à ces derniers vous plaît, vous motive plus que les autres. Ah oui, non, mais toutes les histoires, en fait, toutes les histoires de salon, ça a été des belles histoires. C'est des belles histoires, c'est des souvenirs. Alors, par exemple, là, pour faire ce bouquin, j'ai recherché dans mes bases photos. Là, j'ai revécu des expériences et en regardant les photos, je me suis dit, ah oui, alors, tel exposant, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et après, c'est vrai que c'est une histoire à raconter. Mais pour revenir sur le dernier schéma, les plus désagréables. Pardon ? C'est pas forcément les plus désagréables. Non, c'est des aventures humaines. Marquent comme ça, justement, et qui. C'est des aventures humaines. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, à juste titre. Je m'en sers moi aussi, comme tout le monde. Bien sûr. Mais je voudrais parler de ce réseau des salons. 45 ans dans les salons. J'en ai des amis. Ah, je veux bien vous croire. Et voilà. Ça, c'est un vrai réseau et il est vraiment social. C'est formidable. C'est-à-dire que l'image, le schéma sur lequel on est resté, le dernier schéma qui a été mis à l'image, qui est le schéma de la nomenclature, ça montre une espèce de galaxie. Ouais. Cette galaxie, c'est ainsi que j'ai traduit la nomenclature. Là, oui, là voilà, la nomenclature des exposants. Donc, vous voyez tous ces métiers, mais ces métiers, c'est des groupes de gens, des groupes tous extrêmement intéressants. Et ça, c'est la nomenclature exposant. Le schéma suivant, ça va être la cible visiteur. Tout ça. Ce sont des gens, ce sont des réseaux, pas des réseaux sociaux au terme d'aujourd'hui, mais des réseaux. Mais des vrais réseaux. Voilà, alors pour parler d'un salon qui est un salon que j'ai créé il y a 44 ans et qui va toujours très très bien d'ailleurs, enfin que j'ai cédé, hein, bien entendu. Qui est le Festival Son et Images. Donc c'est un salon sur toutes les technologies du son et de l'image à destination du grand public. Ce qu'on appelle l'EGP, l'électronique grand public. D'accord. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'amis qui sont encore des amis aujourd'hui, parmi les exposants, bien sûr, parmi les fabricants, mais aussi parmi des visiteurs, mais aussi parce que ce salon m'a permis d'aller chaque année à Las Vegas, au CES. Sympathique. Et voilà. Vous étiez le premier à organiser un salon sur ce thème ? Alors non. Ça c'est une histoire beaucoup plus longue à vous raconter, que je raconte dans le bouquin, qui est comment on devient organisateur et comment on a créé ce salon. Voilà. Mais en fait, je voulais parler de ce réseau énorme. Et c'est ce qui fait ma passion pour ce métier. Je vais prendre l'exemple du Festival Son et Images. Un des premiers qui m'a pris la main, et qui est malheureusement décédé il y a quelques mois, est un grand homme qui s'appelle Georges Cabas. C'est lui, pour ceux qui connaissent un petit peu la hi-fi, qui a créé les enceintes Cabas. Et un jour, il m'a dit faut qu'on parle. Et c'est quelque part comme ça que le premier festival du son organisé par nous a été créé, c'est-à-dire c'est une rencontre. C'est une rencontre formidable. Et Georges Cabas est devenu un ami.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, il s'appelle différemment. Il s'appelle les 4 mousquetaires de l'entreprise de Vialet et bien d'autres. Effectivement, donc, voilà ce réseau fantastique d'amis que j'ai dans la IFI. Mais alors, j'ai eu d'autres salons. J'ai fait un salon sur le golf, sur salon B2B, donc c'était sur l'architecture des golfs, l'irrigation, les machines, etc., où j'ai connu un nombre invraisemblable de copains, qui sont toujours des copains aujourd'hui. Donc, quelque part, alors, je vais complètement divaguer, mais ces réseaux formidables, c'est devenu des réseaux de copains pour toute une vie. Et de l'autre côté de la barrière... Quand on dit qu'on vit des choses fortes dans l'événement, c'est pas vain. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai des milliers d'amis, mais dans des secteurs extrêmement variés. On a fait beaucoup de congrès médicaux. J'ai gardé des relations amicales avec des profs en cardiologie interventionnelle. C'est incroyable. Donc, moi, finalement, je vais vous dire de quoi j'ai envie. Finalement, j'ai envie de vacciner, c'est à la mode, de vacciner les gens pour que les gens aient envie d'aller vers ces métiers, parce que c'est des métiers formidables. Et on retrouve cette dimension de transmission qui, comme je le disais tout à l'heure, guide pas mal de vos actions. Voilà, ceci explique cela. Ceci explique cela. Moi, je voudrais qu'on revienne au schéma que vous exposez dans le premier livre, parce que au final, on voit qu'il y a, donc, comme je le disais tout à l'heure, énormément de thèmes que vous abordez, et vous m'avez appris un mot quand on a commencé à échanger. Vous m'avez parlé de circulatique. Qu'est-ce que c'est ? La circulatique, c'est bon dada. Ah bon? Alors, c'est quoi? Alors, on va regarder un petit peu ce que je propose. Voilà, on est à Rome. Je vous emmène à Rome aujourd'hui. Mais on remonte dans le temps. Il y a un peu plus de 2000 ans, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Voilà. Et là, il y a un empereur romain qui construit le forum. Voilà. Le forum que vous voyez là. Et ce forum existe toujours. Je l'ai visité de nombreuses fois. Je l'ai visité avec mes enfants. Il a une caractéristique absolument incroyable. Est-ce que vous voyez toutes ces petites flèches de couleur? Oui, bien sûr. Ce sont toutes les entrées. Il y en a 80. Il y a 80 entrées. Mais il prévoyait d'accueillir beaucoup de monde. 50 000. Et pour l'époque, c'était alors 50 000, oui, 50 000 spectateurs, mais avec des catégories sociales diversifiées. Il y avait l'empereur et son entourage, et il y avait la plèbe. C'est ça. Les flux ne devaient pas se croiser. L'empereur ne croisait jamais la plèbe. Donc il fallait qu'il puisse rentrer par une des entrées, qui était son entrée, et aller directement à sa loge. À sa loge. Et ainsi, avec les parcours qui ont été faits, je vais vous donner un chiffre. 50 000 visiteurs, on les évacue en combien de temps? On les évacue en 8 minutes. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Et on leur faisait pas peur en leur disant il y a le Covid. Voilà. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, ce serait certainement un petit peu différent. Évacuation. Mais donc, qu'est-ce qu'il a inventé, l'empereur romain? Il a inventé la circulatique. Lui et Vespasien. Alors donc, si je prends une autre image, voilà le forum romain. Après, je vais me dire, la circulatique, c'est quoi? Les flux, c'est quoi? Et alors, je vais dire, les flux, c'est ça. C'est un torrent, c'est une rivière, c'est... Et ça, c'est cool là où il y a de la place. Voilà. Et puis, alors, vous voyez, il y a des rochers. On contourne les rochers. L'eau contourne, elle ne cherche pas. Si vous oubliez votre tuyau d'arrosage dans votre jardin, l'eau va se répandre là où elle veut, là où elle peut. Alors ça, j'appelle ça la mécanique des fluides. Sauf que dans les salons, c'est un peu différent. On le voit sur cette prochaine image. C'est une stratégie d'influence, la circulatique. C'est-à-dire que les flux, ils vont plus où on veut, où ils veulent. Pardon, excusez-moi. Mais on va utiliser de stratégies d'influence pour guider ces flux. Donc ça, c'est devenu effectivement un de mes dadas, de savoir comment un organisateur pouvait faire que.
Très bien. Vous pouvez faire qu'il y ait des zones d'attraction Voilà. et que finalement les visiteurs soient, on va dire, brassés de façon homogène sur l'espace. C'est ça. Donc, on en vient à l'image suivante, qui est, par exemple, un plan de New York. Alors, un plan de New C'est York, assez c'est quoi? rectiligne. Oui, c'est un quadrillage parfait. Un quadrillage parfait, sauf que, qu'est-ce que je vois? Je vois Broadway. Broadway n'est pas dans le quadrillage. Non. Ça veut dire qu'il y a une allée diagonale. Il y a une allée diagonale à l'époque pour aller plus rapidement vers un point donné de la ville. On va utiliser la même chose dans les salons. Voilà une entrée de salon. Ces flux, ils se calculent. La première allée diagonale sur la droite, on est en coefficient 2. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on va diviser le flux total avec différents coefficients qui dépendent alors d'un tas de trucs, parce que là, il faudrait que je rentre dans le détail du bouquin, mais il y a avant tout la mécanique des fluides, c'est-à-dire que le flux, il faut qu'il s'écoule, et il s'écoule vers la voie la plus directe. Et vers la voie la plus directe, après, avec comme pour les fleuves, les ruisseaux, les torrents aux ruisseaux, les ruisseaux aux rivières, les rivières. Finalement, on revient un peu à la mécanique des fluides. On revient à la mécanique. Et après, il y a le phénomène de l'influence. Quand, sur le plan de New York, on fait une voie qui s'appelle Broadway, c'est justement pour couper, pour aller plus directement vers un point. Alors, en fait, cette circulatique, c'est venu comment? Voilà, j'avais pas ça un matin sur ma table avec mon petit déjeuner. Le sujet, je l'avais un petit peu autrement, c'est que quand on crée des salons, on commence par faire le plan. Et quand on fait le plan de salon, ce qu'on essaye de faire, on pense aux exposants, on pense aux visiteurs. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un exposant dise « j'étais mal placé ». Alors, ça on le verra dans le volume 2. Il faut donc drainer si on veut être bien placé, il faut anticiper. Il faut s'inscrire très très vite à un salon. Mais il faut échanger avec l'organisateur. Voilà. Et donc, échanger avec l'organisateur. Et là, l'organisateur, lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que sur son plan de salon, il n'y ait pas des zones d'ombre. Donc, influence circulatique, donc influence sur les flux, c'est de répartir sur un plan de salon les points d'intérêt. On ne met pas tout dans le même les principaux exposants ou les services. Voilà, les salles de conférence, les bars, les restaurants, les points d'info, les présentations de produits, les agoras, les plateaux télé. Voilà, un plateau télé sur les salons. On répartit ça de manière à agir d'une manière intelligente sur les flux. Alors voilà une stratégie d'influence, c'est par exemple de faire un bon plan avec une bonne répartition pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre et pour que, je reviens à la mécanique des fluides, pour que tout le salon soit bien irrigué. Mais là, tout ça, c'est géré en amont, finalement. C'est l'organisateur qui va décider de ça. Est-ce qu'un participant, un exposant, peut avoir lui-même une influence sur ce qui aura été mis à sa disposition? Parce que finalement, vous me disiez à juste titre tout à l'heure, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc l'organisateur m'aide à avoir un flux de passage devant mon stand. Et du coup, comment je vais faire, moi, exposant, pour profiter de ce flux et faire en sorte que les visiteurs s'attardent à ce que j'ai à leur dire? C'est dans le livre 2. Ah ben voilà. Il faut vraiment lire ces deux bouquins conjointement. En fait, effectivement, l'exposant, vous en doutez bien, il a un certain nombre de moyens à sa disposition. Et je vais commencer par le commencement. Premier moyen, il faut qu'il parle à l'organisateur. Donc, je m'inscris très tôt. Ça, c'est l'axiome numéro 1 du volume 2. Donc là, finalement, on va attaquer le volume 2 du livre. On peut, oui. Voilà, qui consiste donc à faire décoller son entreprise. Justement. Alors celui-ci est quand même dédié. Avant de parler du volume 2, je voulais vous parler de mes angoisses. Ah oui. Alors c'est fini. Alors, j'ai arrêté le Prozac. J'ai arrêté le Prozac grâce à ça. En fait, c'était mes angoisses d'organisateur. Alors, moi, on m'avait appris, quand j'ai commencé dans les salons il y a 45 ans, on parlait de go-no-go.
Alors Gonogo, C'est pas un c'est quoi? singe. J'y vais pas. Non, c'est pas un singe. C'est pas un singe. Non, ça veut dire j'y vais pas. Et après ce Gonogo, on revient à l'époque actuelle et on revient à mes élèves à la fac ou dans les écoles. Moi, je dis pas Gonogo. J'ai mis en place un autre concept qui est décision décollage. Vous ne savez peut-être pas. On a le plaisir de l'avoir en français, ce qui plaira à Monsieur Touvon. Oui, c'est ça, Voilà. décision décollage. Voilà. Alors, décision décollage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton rouge. Il faut faire décoller le salon. Si on le fait décoller trop tôt ou trop tard, Les perspectives sont ça moyennes. peut s'appeler un crash. Vous voyez, je suis toujours dans Oui. l'aviation. Décision de décollage, c'est parce que j'ai appris par un pilote, tout simplement, que dans un cockpit, avant de décoller, le mécanicien, le pilote, le copilote, ils se parlent, heureusement. Après avoir fait toutes les checklists, Oui. qui soit absolument assuré que tout fonctionne correctement. Au bout d'un moment, ils sont en roulage. Donc, ils sont au sol et en roulage. Et à un moment donné, ils ont ce langage entre eux, en anglais, décision, et on répond décollage. Et là, on met les gaz et on y va. Pour le salon, c'est exactement pareil. Il vient un moment où il faut décider. Alors, bon, une fois de plus, c'est à voir dans le bouquin. Le moment fatidique, c'est le moment où on appose sa signature sur un contrat de location de parc d'exposition. Là, vous êtes lié par un contrat et vous êtes obligé d'y aller. Il faut que tous les compteurs soient au vert avant ce décollage. Donc, pour ça, je dis go-no-go ou décision décollage. Une fois que vous êtes dans les airs, il faut aller au bout. Vous n'avez pas le choix. C'est mieux. Voilà. Donc oui, effectivement, donc décision décollage, c'est un chapitre important du volume 1. Mais alors effectivement, oui, volume 2. Eh bien oui, volume 2. Donc on fait décoller. Donc ça y est, l'organisateur a décidé que c'était go décollage. Voilà. Donc on a un salon. Donc je change de casquette. Et voilà, on retourne le livre. On retourne le livre. Et là, on passe donc à la partie visiteur. Enfin non, pas visiteur justement, la partie exposant. Alors exposant, première chose. Et donc là, je fais décoller ouais. ma participation. Voilà. Et là, je dis le plus tôt possible. Dès lors que vous avez, choisi quel est le salon qui va bien. Qui correspond. Voilà. On a choisi le salon. 2, on anticipe et le plus vite possible, on va parler à l'organisateur parce que j'ai envie de demander à l'organisateur. Bon, voilà, je vous ai confié mes 8 000 ou 10 000 euros de participation. Comment vous les faites fructifier? Je veux, j'ai une ambition de retour sur investissement, aidez-moi. Et effectivement, si vous allez voir l'organisateur suffisamment tôt, il va vous donner déjà, dans un premier temps, tous les outils marketing disponibles pour que vous puissiez mettre en place une stratégie de mobilisation et de concentration du flux visiteur sur votre stand. Et ça, ils sont multiples. L'organisateur, il est fait pour ça, pour vous donner de la visibilité. Et lui, il est ravi de vous vendre des outils de visibilité. Bien sûr. D'être présent, par exemple, sur le badge. Le logo de votre société sur le badge ou sur le tour de cou ou la façon de valoriser votre emplacement. Et alors là, effectivement, je reviens sur la circulatique, etc. Tiens, la prochaine fois que vous irez vous promener dans Paris, vous descendez le boulevard Saint-Germain en voiture. Quelle bonne idée. Vous regardez où? À droite ou à gauche? Je regarde le pare-choc de la voiture de devant en général. C'est un bon réflexe. Non, mais vous verrez que les gens regardent prioritairement à droite. D'accord. Voilà. C'est mécanique. C'est statistique. On a tout ce réflexe. On n'a rien inventé, c'est statistique. Et effectivement, donc, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Après, il y a simplement des phénomènes physiques simples, c'est-à-dire que, comme les moustiques, les individus sont attirés par la lumière. Si votre stand, il est parfaitement visible, et là je parle purement de la luminosité, de la visibilité. S'il est lumineux, s'il est attractif, les gens vont avoir envie d'y aller. Vous voyez que je peux faire de la stratégie d'influence de flux en tant qu'exposant. Je fais un beau stand bien lumineux, bien visible, et je suis vu. Voilà.
Et vous avez complété en tant qu'exposant les stratégies mises en œuvre par l'organisateur. Voilà. Alors ceci dit, je suis parti sur 14 règles de base, on n'a pas le temps de développer ici, mais ces 14 règles... Mais que vos futurs lecteurs voilà, pourront détailler. aboutissent à un peu plus de 100. C'est-à-dire il y a 120 règles. C'est-à-dire vous avez une checklist dans ce bouquin de 120 points à ne pas manquer pour atteindre votre retour sur investissement. Donc en tant que visiteur, voilà. et non, en tant qu'exposant. En tant qu'exposant, pardon. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Le cashback. Voilà. J'ai dépensé 10 000. Combien je vais en récupérer? Voilà. Alors je dis 10 000, j'aurais pu dire 1000. Hein, effectivement, ça dépend de la taille du salon, de la taille du stand, etc. J'ai fait un investissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cashback. Voilà. Et dans ce domaine-là, on va parler de retour sur investissement. Donc effectivement, et c'est la raison pour laquelle je vais placer un peu le deuxième bouquin. Je vous ai dit que le premier bouquin, c'était plus pour des primo-organisateurs, des gens ou des curieux, oui, ou des gens qui veulent se demandent. Bon, je veux savoir comment un salon fonctionne. Le deuxième, j'ai une vraie ambition, et c'est la raison pour laquelle un de mes deux éditeurs sera Amazon. Ah oui. Oui, pourquoi? C'est d'avoir une version numérique. Oui, parce qu'il y aura une partie numérique, donc ça veut dire qu'il y aura des mises à jour régulières. Très bien. Il sera imprimé. Donc, ça veut dire que même sur le livre, on pourra, comme on va d'ailleurs peut-être pouvoir le faire ici, avoir une session de questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions sur la plateforme de façon à prolonger cette discussion avec nous à l'issue de notre discussion. Ouais. Donc, le principe, finalement, vous allez le répliquer aux littéraires en offrant à vos lecteurs sur Amazon la possibilité de vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre. Absolument. Et voire compléter votre ouvrage. J'insiste sur le fait que là, je suis plus dans le métier des salons. C'est toutes personnes dans toutes les entreprises seront contraintes un jour de participer à un salon. Bon, il fallait un mode d'emploi. Voilà. Et vous le donnez. Ben, j'essaye. Alors, vous voyez, la foire de Paris dit que 1 euro investi rapporte 8 euros. Et les statistiques de l'Unimev, elles disent le retour sur investissement peut faire 10. Voilà, je crois que tout est dit. Ils sont optimistes. Oui, il faut, non? Il faut. On est déjà optimistes. En tout cas, à notre époque, oui. Si on ne l'était pas, ça serait d'autant plus compliqué. Du coup, Jean-Marie, je vous remercie beaucoup pour toute Merci de m'avoir accueilli, moi et mes jumeaux. Et voilà, avec vos jumeaux. Je regarde si nous avons des questions. Visiblement pas tellement. De toute façon, nous allons faire en sorte de rester encore un peu en ligne pour que vous ayez le temps de nous adresser vos questions, ou d'adresser vos questions à Jean-Marie. Moi, je ne serai pas d'une grande aide. C'est lui le champion de la transmission de savoir. Non. Et donc, voilà. Finalement, pour conclure, Jean-Marie, encore une petite minute. Comment on devient organisateur de salon? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Comment vous êtes devenu organisateur de salon? Je vous ai parlé tout à l'heure de mon ami Georges Cabas. Il y avait, alors, avant d'être dans les salons, j'avais une vie dans l'industrie, et c'était notamment dans l'industrie du son. Et avec cet ami Georges Cabas, on s'est dit qu'on n'était pas content du tout du salon existant. Et moi, j'ai dit à Georges, moi, j'ai des envies d'organisation. Et en dehors d'être dans l'industrie, j'étais aussi dans le grand syndicat de l'industrie électronique, où j'étais vice-président, avec Christian Payot de Canon et d'Akai. Au syndicat, j'ai dit, les gars, moi, je vais y aller, je vais vous faire un salon. Ah oui. Et je vais vous faire un salon parti d'une feuille blanche. Et c'est comme ça qu'on a créé le Festival Son et Images. Au Palais des Congrès, à l'époque, 44 000 visiteurs.
on a mis les escalators en panne. Ah. Voilà, c'était un vrai succès dès le départ. Voilà, c'était juste qu'on avait besoin d'un salon. Je vais vous faire rebondir du coup sur une des questions qu'on a reçues. Oui. Que pensez-vous des salons virtuels du coup? Est-ce que vous auriez su organiser un salon virtuel? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format pour les salons? J'ai des idées très précises, en fait, parce qu'il y a 12 ans, on a mis en place sur nos différents salons, notamment e-Expo, le salon de l'information numérique, notamment un salon sur le knowledge management, on a mis en place un web event. C'était quoi? C'était justement des séances, comme on les fait aujourd'hui, avec des exposants, qu'on faisait avant le salon, qu'on mettait en ligne. Pendant le salon, on faisait des plateaux télé, on interviewait les exposants, ce qui permettait, dans un deuxième temps, sur le site web du salon, à tous les participants qui n'ont pas pu venir au salon, de profiter du salon. Donc je dis que le digital, il est indispensable au salon. Mais en revanche, il ne le remplacera pas parce que le présentiel, je vous ai dit, le salon, c'est un super média. C'est un super média parce que c'est un média de contact. Donc ça, la qualité et le retour sur investissement dont on parle, entre 8 et 10, même si c'est très ambitieux, vous ne pourrez pas l'avoir en digital. Pourquoi? Parce qu'en digital, le public n'est pas captif. En revanche, le visiteur qui est sur le salon, il est captif, il est là. Il est présent sur place et il a le contact humain avec les gens. Mais certains vous diront que sur un salon physique, on est tenu par un délai, un temps, là où finalement l'événement numérique, une fois que votre session elle est enregistrée, vous allez pouvoir la distiller comme ça au fil du temps. C'est la raison pour laquelle My Event Live, du coup, cette plateforme que nous utilisons aujourd'hui permet de le faire en automatisant la diffusion d'un contenu, en disant voilà, à partir de maintenant, tous les mercredis à 11h, vous aurez le plaisir de retrouver Jean-Marie Hubert et moi-même pour vous présenter ce dossier. Voilà, il y a ce phénomène de temps qui permet peut-être de compléter ce ROI qui va être manquant face aux médias directs. Je dis, le digital, il est indispensable pour anticiper, accompagner et prolonger le salon. Donc, effectivement, là, en ces périodes de confinement, le digital nous sauve parce qu'il nous permet d'être présents, de continuer cette relation durable entre organisateurs, exposants et visiteurs. Donc, il est indispensable. Mais il ne remplacera pas le présentiel. Et ce qu'on attend quand même, Je l'espère, en tout cas. Oui, on attend le retour du présentiel, mais on n'oubliera pas que le digital fait partie de notre vie. Bien sûr, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Le réseau est rentré dans nos vies. Écoutez, Jean-Marie, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci de m'avoir accueilli. Pour la présentation finalement, ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des siamois, ils sont indissociables. Indissociables. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à vous rendre sur le salon virtuel pour retrouver tous les partenaires de cet événement Impulse Day, co-organisé par Tech Event et J2C. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver peut-être pour une seconde édition de ces Impulse Day l'an prochain. Merci à tous. Excellente journée. À bientôt.